Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, messieurs, dames, bonjour et bienvenue donc à votre émission Regard sur l'avenir. Nous sommes bien à l'émission qui vous permet de comprendre l'évolution du monde et le Burkina Faso avec sur la chaîne C360. Et merci pour votre fidélité. Quelles sont les conséquences de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis? C'est le sujet principal aujourd'hui dans votre émission. Sur le plateau, vous avez Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83. Imhotep Bayala, coordinateur national du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Et enfin, Bakary Kaboré, juriste et analyste politique. Camarades, bonjour. Et bien, merci donc pour ce temps consacré à la C360. Il faut dire que c'est le premier numéro de l'année 2026. On va donc souhaiter une bonne et heureuse année 2026 et que donc nos ancêtres veillent sur nous et sur le Burkina Faso. Ce qui est important donc de savoir, désormais vous avez votre télévision sur la TNT pour en tout cas vous permettre de suivre vos émissions préférées dans de très bonnes conditions. On va commencer donc par ce sujet principal par le camarade Bayala qui va sûrement nous édifier par rapport donc au contexte du Venezuela pour comprendre les tenants et les aboutissants de cet enlèvement, en tout cas orchestré par Donald Trump au niveau donc de ce pays. Camarade Bayala. Oui, il faut dire que c'est un acte très regrettable pour l'image de l'humanité tout entière, de se voir infliger un retour à des passages ou à des étapes que l'humanité pensait avoir déjà franchies. Malheureusement, les civilisations attardées ou dirigées de main de maître par des Yankees, le gangstérisme américain, nous rappellent que les démons ne sont pas derrière, ils sont encore présents. Et vous savez que l'Amérique latine est objet de convoitise et surtout d'un projet impérial de domination totale depuis la doctrine Morongue qui perçoit l'Amérique latine comme étant sa zone de compétence géopolitique naturelle et qui n'entend pas et qui ne perçoit pas les pays d'Amérique latine comme étant des États souverains siégeant à l'ONU à la même dignité et à la même égalité. Ces pays sont perçus comme des territoires de richesse, des réserves de pétrole ou de minerais et qui ont un droit naturel d'exploitation et d'accès américain. Et vous savez très bien que face à cette doctrine Morongue, il s'est opposé au bolivarisme. Simon Bolivar, le libérateur, qui, lui, a plutôt voulu ériger l'ensemble de ces pays individuellement comme des pays indépendants, en battant toutes les troupes coloniales espagnoles, portugaises, anglaises dans la zone sud de l'Amérique. Et l'un des actes politiques de haute portée géopolitique qu'il pose au lendemain de ces victoires successives dans la libération du Paraguay, de l'Uruguay, du Panama, de la Colombie et de tous ces pays-là, c'était de créer ce qu'il appelle la Grande Colombie. Parce que de sa conscience et de sa perception stratégique face à une nature criminelle d'un État en face, et qui n'a aucun complexe par rapport à son désir de cruauté, à son désir de barbarisme, il faut lui opposer l'unité de l'Amérique latine. Il s'est battu et malheureusement, comme Nicolas Maduro, il a subi trait pour trait par des gens qui ont infiltré son système de sécurité le plus intime. Il a été malheureusement décapité. Et le projet de la Grande Colombie s'écroula
et ces nations retournent dans des formes territoriales de survie. Et on a chaque pays qui essaie de protéger ses frontières, qui essaie de construire un projet national de souveraineté et d'indépendance. Et ces projets se sont heurtés historiquement à des signaux très forts et très déterminants que les États-Unis ont envoyés dans les années 1970-1971 en Chili contre Salvador Allende, démontrant qu'ils ne renoncent pas à la doctrine Morongue qui dit que chaque puissance occidentale doit avoir, ou chaque puissance doit avoir sa zone de compétence. Et la zone de compétence qui ne doit être violée par aucune autre puissance, c'est toute l'Amérique, du haut en bas, et une partie de l'océan Atlantique et une autre partie de l'océan Pacifique. Et les États-Unis considèrent que c'est leur propriété politique privée, leur propriété de réserve privée qu'est le pétrole, par exemple, vénézuélien. Et donc, pour envoyer ces signaux, ils vont, par une décision de l'administration, je pense à l'époque, je ne sais pas si c'est Reagan, tenter d'enlever, sinon assassiner, Salvador Allende par une société de télécommunications américaine dont les intérêts étaient menacés. À sa suite, c'est les années 88, 89 et 90, avec le général Daniel Noriega au Panama, qui a été séquestré et qui s'est retrouvé, après plusieurs années de résistance, dans le consul, de l'enclave diplomatique du Vatican, et qui a fini par être arrêté. Et aujourd'hui, c'est une répétition d'une culture de prédation, d'une culture de terrorisme international et de gangstérisme dont s'est fait le droit les États-Unis et qui piétine tout cela. J'étais au Venezuela à la tête d'une délégation burkinabé du 6 décembre jusqu'au 15 décembre pour apporter notre solidarité autour d'une assemblée générale mondiale de la paix, où nous avons pu constater que la menace n'était pas un fait de jeu, c'était une réalité. Mais elle avait en face, heureusement, un peuple déterminé, debout, résilient, conscient des manipulations qui sont en cours et surtout de l'instrumentalisation de certains concepts politiques sous le couvert duquel on préparait l'agression. On préparait l'agression sous le couvert de trafic de drogue, alors que le Venezuela est l'un des pays d'Amérique latine dont les clauses de lutte anti-drogue battent tous les records, et cela est salué par les organismes mondiaux officiellement et légalement reconnus, et y compris celui que l'ONU lui-même a mis en place. Reconnaissent que le Venezuela présente le visage d'un État modèle en matière de lutte contre le trafic de drogue et toutes les substances liées. Mais en fait, les Vénézuéliens savaient très clairement que ce qui les fait souffrir, ils appellent ça à la fois le fruit de leur bénédiction, mais aussi le fruit de leur malédiction, parce que ça attire vers eux tous les démons de toutes les compétences et de tous les acabits, comme Donald Trump. Et je pense que c'est ce qui a fini par se découdre dans cette humiliation contre le droit international. Mais en fait, je pense que l'international sud-sud, le sud global, et les pays de l'AES surtout, comprendront enfin, pour les élites encore ensommeillées, les élites nonchalantes qui continuent de chanter les droits humains, la liberté d'expression, la démocratie, le droit international sont des somnifères politiques pour endormir les peuples inconscients. Ceux qui sont conscients se comportent comme le Venezuela qui résiste et dont les institutions demeurent stables et fiables pour la suite de l'histoire. Camarade Traoré, c'est quand même c'est inédit, hein, même si déjà nous avons l'habitude de ces comportements. Un président qui envoie donc ses soldats aller enlever un autre président d'un autre pays souverain sur des bases en fait, qui ne sont pas avouées, sur des bases qui ne sont pas vraiment bien fondées. Comment on peut interpréter donc cela? Bon, c'est déplorable.
il faut constater que l'impérialisme, à un niveau donné, atteint le stade parasitaire, où l'empire est en train de sombrer. Oui. Il devient donc agressif, incompréhensible. Mais ce qui s'est passé au Venezuela est riche d'enseignements. Oui. C'est le point de basculement entre un ancien monde et un nouveau monde. Donald Trump est d'une certaine époque. Il est dépassé. On a fini le temps des conquistadors. Le braquage est fini. Il y a un monde nouveau. Depuis l'avènement de Donald Trump au pouvoir, avec l'érection des barrières douanières, qui avait pour but d'attirer toutes les industries aux États-Unis de manufacture. Résultat, les grandes entreprises américaines se sont exportées à l'extérieur. Oui. Le monde a changé. Donald Trump ne comprend pas le nouveau monde. C'est l'unilatéralisme contre le multilatéralisme. Oui. Le Venezuela conserve, après ce coup médiatique, les institutions solides. Oui. La vice-présidente devient présidente par intérim. Et maintenant, le Venezuela, en tant qu'État, avait passé des contrats avec la Chine, la Fédération de Russie, Téhéran, et tout cela était en bonne position de refaire le système d'exploitation du pétrole vénézuélien. Et jusqu'à preuve du contraire, on dit que Donald Trump s'est fourré le doigt dans l'œil, dans l'incapacité de gérer les crises internes aux États-Unis pour se divertir et divertir la planète. Il se permet cette opération pour se donner de nouvelles couleurs. Sinon, toutes les entreprises de manufacture aux États-Unis de traitement et de raffinage du pétrole ont pour matière première la réserve, comme le camarade venait de le dire, le Venezuela. Mais les États-Unis manquent, à l'image de notre France, l'arrogance, le mépris de ses voisins. Et cette opération est scandaleuse. Toute l'humanité, à commencer par les Nations Unies, personne n'a adhéré à cette opération. Donc, les institutions américaines, le Sénat et toutes les institutions sérieuses se sont désolidarisées de cette aventure humiliante pour la diplomatie américaine. Et au lieu de négocier, ils utilisent les muscles. Que peuvent les muscles face à une économie qui a déjà changé? Le Venezuela a trafiqué et a traité son pétrole avec des structures sérieuses. Tout à fait. La Chine, la Fédération de Russie, l'Iran et l'Inde. Donc les États-Unis rencontrent au Venezuela le multilatéralisme. C'est un défi pour les temps nouveaux. On va voir à travers la résolution de cette crise-là comment la solidarité du Sud global face à l'empire hégémonique finissant américain. Tout à fait. Ce qui est dramatique et tragique, le dollar est en perte de vitesse d'un point de vue planétaire. Oui. La Chine offre des perspectives alternatives. Les pays commercent entre elles en utilisant leur monnaie locale, ce qui rend le coût de la vie aux États-Unis plus cher. Et l'opération de Donald Trump ressemble terre à terre. Tu fais la bagarre avec ton banquier. Qu'est-ce que tu deviens? Tu es surendetté et tu fais la bagarre avec ton banquier. Et la Chine, face aux États-Unis, qui a passé un contrat en bonne et due forme avec les institutions vénézuéliennes, le droit d'exploiter le pétrole vénézuélien. Qu'est-ce que Donald Trump gagne dans ça? L'harikiri. Ils ne peuvent pas prendre en otage ces pays-là. La coalition de ces pays du BRICS donne du fil à retordre à Donald Trump depuis sa prise de pouvoir. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre dans cette opération, c'est la popularité de Maduro
qui se trouve être remis en cause parce que les raisons qui ont été avancées pour cette opération, que Maduro sera à la tête d'une organisation de narcotrafiquants, ce qui n'est pas avéré. Et Donald Trump dit qu'il a été mal élu. Il ne se trouve pas, il n'a pas le baromètre de la démocratie planétaire. Là encore, deuxième argument qui tombe complètement à terre. Finalement, c'est de l'arbitraire. Et je pense que les jours à venir vont nous donner à comprendre comment les BRICS réagissent face à un de leurs membres attaqués, comment ils agissent. D'ores et déjà, il faut savoir que les États-Unis partent perdants. Absolument. Voilà. D'accord. Camarade Kabouré, que reprochent concrètement les Américains à Nicolas Maduro? Il faut savoir que les Américains reprochent de façon générale au Venezuela, et ça c'est depuis 2013. Depuis 2013, le président à l'époque, Hugo Chavez, avait nationalisé effectivement les ressources pétrolières effectivement au niveau du Venezuela. Et il avait estimé que il fallait que les ressources pétrolières, puisque c'est les plus grandes réserves mondiales de pétrole, reviennent un temps soit peu au peuple vénézuélien. Et donc, en le faisant, il a réduit l'accès aux entreprises américaines, aux ressources que les Américains considéraient vitales. Et comme l'a dit M. Bayala, alors les Américains, à travers la doctrine Monroe, estimaient que toute la zone du sud-continent américain, effectivement, était comme leur chasse gardée. Voilà. Et donc, Hugo Chavez estimait qu'il faut que lui le fasse parce qu'effectivement, au profit du peuple. Et lorsqu'il l'avait fait, il avait pu accéder, permis à 5 millions, à peu près 5 millions de Vénézuéliens de pouvoir bénéficier et de sortir du seuil de pauvreté à travers la nationalisation de l'exploitation du pétrole au Venezuela. Ça, c'est ce que les Américains ont perdu et donc, ils vont effectivement reprocher cela au Venezuela. Donc, Maduro, étant le président actuel, va subir le courroux, effectivement, et la manifestation de leur colère. Ce qui est important qu'il faut ajouter, il ne reproche pas grand-chose uniquement aux Vénézuéliens, mais c'est au monde entier. Si vous avez du pétrole et que les Américains ont besoin de ce pétrole, ils vont trouver toujours quelque chose à vous reprocher. Question de venir prendre votre pétrole. Pourquoi? Alors, il y a beaucoup d'exemples que je vais citer. Un peu partout dans le monde entier. Ils avaient, depuis le choc pétrolier de 1973, cherché à garantir désormais à l'industrie et au fonctionnement, au mode de vie américain, the American way of life, Tout à fait. réserver une capacité de pouvoir maintenir leur niveau de vie. Il fallait aller chercher partout dans le monde entier les ressources pour pouvoir effectivement assurer et maintenir ce niveau de vie. Donc, ils ont signé ce qu'on appelle, c'était le président américain à l'époque, Kissinger. Kissinger a signé avec la famille royale saoudienne un accord qu'on appelle l'accord Kissinger. Et l'accord Kissinger en 1974 offrait qui devait s'écouler sur 50 ans, offrait d'office aux Américains la possibilité d'accéder aux ressources pétrolières de l'Arabie saoudite. En contrepartie, ils offraient leur protection militaire au royaume saoudien. Et donc, cela a duré 50 ans. Ce n'est que tout récemment, en 2024, que le prince héritier Mohamed Ben Salman a appelé Donald Trump et lui a dit « Je mets fin et j'abolis l'accord Kissinger ». C'est un scandale. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les Américains n'auront plus droit, effectivement, aux ressources de façon illimitée. Les Américains n'auront plus, ne pourront plus obtenir de l'Arabie saoudite de pouvoir vendre leur pétrole en dollars. Ouais. Donc, c'est la fin du pétrodollar. Et ça, c'est un fait très majeur, comme effectivement le grand
le grand frère le disait tout de suite. D'accord. Deuxième élément qui est très important, Oui, allez-y. c'est le fait qu'effectivement, l'avènement des BRICS vient permettre à toutes les, au sud global, à ceux qui ont les ressources, qui pourraient naturellement intéresser les États-Unis, de pouvoir commercer autrement sans passer par le dollar. Donc, il y a une fin assez difficile qui s'annonce pour le dollar, et donc les États-Unis prennent les devants. Rappelez-vous encore de ce qui s'est passé en 2003. Lorsque Saddam Hussein a dit, il a déclaré publiquement devant tout le monde qu'il allait désormais vendre son pétrole en euros. Et lorsqu'il l'a dit, il a créé un scandale. Les Américains ne pouvaient pas l'accepter. Donc, en 2003, on a engagé ce qu'on appelle la guerre pour attaquer l'Irak. Et Saddam Hussein a été pendu un jour de Tabaski, comme un mouton de Tabaski. Absolument. Un autre élément qui est très important, c'est pour dire, ce n'est pas au Venezuela seul, effectivement, qui est reproché. Alors, en 2009, Kadhafi a décidé de vendre son pétrole maintenant avec une monnaie africaine, adossée à l'or. Et cela a créé un scandale pour les Américains. Sous Obama, et la secrétaire d'État de l'époque, Hillary Clinton, où elle a laissé fuiter effectivement ses mails, a dit il faut qu'effectivement cela soit désormais considéré comme étant une guerre. Et donc Kadhafi doit arrêter ou il doit disparaître. Voilà comment effectivement en 2011, Kadhafi a été arrêté et il a été assassiné. D'accord. Ce qui est quand très important que je voulais ajouter. Alors, ils ont décidé d'attaquer tout le monde, tous ceux qui ont des réserves pétrolières qui peuvent les intéresser. L'Iran a aussi été attaqué, mais le fond, ce sont les réserves pétrolières. Absolument. Et donc, comme l'Iran est devenu une citadelle imprenable, les exemples récents nous ont démontré assez suffisamment. Il va falloir se détourner, se concentrer sur ceux qui n'ont pas encore cette capacité de les résister. Voilà pourquoi Venezuela a été attaqué tout récemment. Et donc, l'enlèvement de Maduro. Camarade Bayala, le Venezuela est victime donc de sa richesse, parce que ce pays est considéré comme étant le premier vrai producteur de pétrole au monde, avec plus de 300 milliards, en tout cas, de mètres cubes en termes de pétrole. Est-ce que c'est une guerre purement économique ou bien il y avait vraiment d'autres raisons qui ont mobilisé Donald Trump? Non, je pense que partout où il y a les intérêts américains, le droit international est suspendu. On décrète la mort anticipée du droit international et puis on y va. Je pense que cette guerre, c'est une guerre fondamentalement économique. Et parce que regardez les batailles et le fourvoiement américain dans le monde, on se rend compte que les réserves pétrolières au nom desquelles on allait attaquer l'Irak ne suffisent pas. Et même s'il y en a, il y a des implications de transport, de logistique qui peuvent être très coûteuses. On évolue, on se rend compte, voilà, la complicité, l'élimination de Kadhafi, c'est pour les mêmes raisons du pétrole libyen. Tout à fait. Alors, les accords faramineux avec l'Arabie Saoudite, elle n'est pas la seule pourvoyeuse des États-Unis. Elle aussi, elle vend à d'autres personnes, même si les États-Unis sont un des clients principaux. Tout récemment, c'est l'Iran qui était guetté. C'est une tentative de retour après les années 79 où l'impérial terrorisme américain échouait froidement face à la détermination des ayatollahs qui reviennent. Donc le pétrole, 40 ans après, on tente par un vassal qu'est Israël, le pantin des États-Unis, et on se rend compte que la muraille continue de résister. Tout à fait. Et on se rappelle, attention, mais il y a quand même le Venezuela à côté, qui a les réserves les plus importantes en gaz et en pétrole. Et on se rappelle que jusqu'à la venue au pouvoir de Chavez, qui remet en cause tout le processus politique qui avait dirigé le Venezuela jusqu'à la prise du pouvoir par les bolivaristes, les chavistes, qui remet en cause tous les processus des investissements colossaux et faramineux américains. Les Américains avaient considéré, avant la venue au pouvoir de Chavez, que
le Venezuela, les Vénézuéliens et le pétrole du Venezuela étaient un droit naturel américain. Oui. Cela ayant été remis en cause, ces investissements colossaux des sociétés pétrolières américaines qui avaient même étalé des milliers de dizaines de kilomètres de, comment on appelle ça, de pipeline pour conduire le pétrole américain parce qu'ils se disaient que tout est vraiment acquis. Et là, on se rend compte que, attention, vient l'épisode Chavez qui renverse le processus des clauses. Les pourcentages qui étaient affectés aux propriétaires du pétrole, c'est ça qu'on réaffecte à l'exploitateur. Donc, on fait l'inverse. Si c'était 1% qui était affecté au Venezuela, alors le Venezuela prend 99% et remet 1% au prédateur venu avec ses machines, forer, perforer, tuer l'écosystème, la biodiversité et tout ça, les impacts écologiques très importants. Et il construit un modèle social très fort de libération et de prospérité. Voyant les indicateurs du bien-être du peuple vénézuélien s'améliorer, là où la prédation américaine avait échoué à construire des écoles, à améliorer le cadre de vie, à donner à manger aux Vénézuéliens et se contentant de les piller, de les asphyxier, de les presser, alors le socialisme avait sauvé le Venezuela avec Chavez. Donc ça montre clairement que les besoins fondamentaux de Donald Trump, ce n'est pas un acte d'amour pour la santé psychologique ou de quelque manière que ce soit pour épargner les gens de produits narcotrafiquants très nocifs, parce que Donald Trump lui-même, si on fait un examen poussé de son corps, c'est pas sûr que des substances toxiques de cocaïne ne peuvent pas être détectées, à ne moins que le laboratoire qui a fait l'examen n'est pas un laboratoire sérieux. Mais en fait, c'est pas ça vraiment le grand problème. Mais c'est surtout que en 2022, l'Empire, comme le dit le grand frère, tente de revenir parce que l'Empire avait promis que Chavez n'allait pas tenir. Et finalement, Chavez tient. Et en 2002, on décide alors de faire en 2012, on décide la première tentative à laquelle les populations ont résisté. Et donc, on se dit, Chavez va finir par partir. Mais Dieu seul sait, dans les circonstances de la mort de Chavez, si les États-Unis n'ont pas encore leurs mains diaboliques et sataniques tachées de virus cancérigènes qui auraient accéléré la mort du leader Chavez. Mais à sa mort, les Américains étaient certains qu'ils allaient reprendre, ils allaient faire une remontada coloniale. Sauf que c'était mal connaître le soubassement révolutionnaire et bolivariste de la révolution vénézuélienne. Elle a une continuité dans les hommes, elle a une continuité dans l'histoire. Et à travers les hommes, elle se régénère et elle poursuit sa marche résolue avec Nicolás Maduro, qui unanimement a fait objet de reconnaissance de tous ses pairs politiques, héritiers du bolivarisme et du chavisme. Et l'Empire, pensant dealer avec Maduro, se rend compte qu'il est encore plus déterminé et plus engagé que son successeur sur les droits exclusifs que le pétrole du Venezuela doit appartenir aux Vénézuéliens et qu'il appartient aux Vénézuéliens de décliner la nature de l'acheteur et le prix qu'ils fixent. C'est eux qui fixent les conditions des achats. Ce n'est pas l'inverse. Bref, tout ce processus invaincu commence maintenant à créer ce désir d'un film western que Donald Trump a fini par orchestrer. Mais il ne faut pas oublier que cette hostilité et cette convoitise criminelle du pétrole du Venezuela a été aussi alimentée par les pouvoirs successifs de Reagan, en passant par Bush père, Bush fils, jusqu'à notre frère de peau, masque blanc, peau noire, Obama. Il y avait cette convoitise criminelle. Oui. Mais les Vénézuéliens ont su résister, ont su s'organiser pour que les richesses générées puissent revenir
au peuple vénézuélien. Mais finalement, aujourd'hui, est-ce que Trump, qui a tenté, dans les premiers actes d'accusation, de dire que c'était pour des besoins de narcotrafic, a plutôt lui-même, dans l'État de Floride, en accueillant l'humoriste tristement président qui envoie son peuple en carnage dans une opération au profit de l'OTAN qu'il a déjà perdu, Zelensky à la Floride, lui-même, face à ses propres arguments, s'est contredit en disant que les États-Unis ont fait des investissements importants en matière d'exploitation du pétrole et que les droits des sociétés américaines ne peuvent pas être retirés. Et donc, lui, il partait se battre, non plus pour le trafic de drogue, mais pour rétablir des contrats perdus. Et je pense qu'après la capture triste du camarade président Nicolas Maduro, il est revenu et il a insisté contradictoirement à son ministre de la Justice, Pondi, qui disait que, qui présentait les charges de narcotrafic face auxquelles on devait condamner le camarade président. Lui, il présentait plutôt comment ils allaient se déployer pour aller exploiter le pétrole, et il se présente même comme quelqu'un qui allait donner une partie de ce pétrole pour développer le Vénézuélien. C'est la démesure totale, c'est la folie internationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça permet de blinder la machine de la révolution vénézuélienne avec Delcy Rodriguez. Et pour moi, ce n'est pas une surprise. En janvier et en mai 2025, j'étais régulièrement là-bas. En décembre à côté, c'est elle qui a reçu la délégation internationale et malheureusement, on devait avoir un bilatéral de proximité avec elle, la délégation du Burkina, mais pour des contraintes très avancées. Mais c'est quelqu'un que je connais hyper déterminé et très engagé. Et quand vous avez pour adversaire un homme, vous pouvez avoir peur. Mais quand c'est une femme, je pense qu'il faut fuir. Absolument. Et Delcy Rodriguez fera fuir l'impérialisme américain, et ça c'est certain. Il y a un élément qui est très important, on parle de la non-réaction des alliés. On va revenir sur ça. Oui, ok. On va revenir sur ça. Camarade Traoré, quelles peuvent être les conséquences de cet enlèvement-là? Les conséquences de cet enlèvement montrent au grand jour la fin du dollar et le péril. Le roi est nu. On l'a vu, une barbarie d'un autre âge. Tout à fait. Le monde aujourd'hui est civilisé. Le multilatéralisme a pris le pas sur tout. Comme le camarade venait de le dire à l'instant, la vie au Venezuela est le résumé des sanctions mortifères exercées par les États-Unis sur le Venezuela pour entamer et empoisonner les acquis sociaux réalisés par le camarade Chavez et Maduro. Ouais. Tout à fait. Ça a eu pour conséquence des morts de milliers de Vénézuéliens, le dépeuplement, Oui. et c'était tragique. Donc je disais que ce qui arrive au Venezuela est le fruit des sanctions américaines. Et pour lire dans le rétroviseur, ce qui arrive à l'État cubain sous Castro, ils ont été sanctionnés jusqu'à l'extrême. Donc, Cuba n'avait pas d'autre choix que d'aller dans les bras de la Russie. Absolument. Au jour d'aujourd'hui, les sanctions américaines sur le Venezuela ont poussé le Venezuela vers les alternatives nouvelles qu'offre la Chine. Ouais. D'où le multilatéralisme. Au jour d'aujourd'hui, pour qui connaît le monde actuel, Donald Trump s'est tiré une balle dans le pied. Dans l'incapacité de résoudre les problèmes concrets qui se posent aux États-Unis, où il est sur le coup de plusieurs malfaçons. Tous ces tarifs douaniers sont remis en cause. L'opération visait à lui donner du baume, à satisfaire l'industrie militaro-industrielle des États-Unis. Soit dit en passant, le Venezuela n'est pas un acquis, parce que le Venezuela requiert des investissements de beaucoup de milliards. Absolument. Est-ce que les industriels américains sont sûrs de venir investir au Venezuela? Surtout que les institutions vénézuéliennes sont restées intactes. Donc l'opération visait
a capturé Maduro et a installé un régime pro-américain qui défendrait les intérêts des États-Unis et permettrait l'exploitation abusive du pétrole vénézuélien. Il se trouve que l'État vénézuélien, qui assure la continuité des acquis de la représentation de l'État, a passé un certain nombre de contrats avec des pays sérieux, Tout à fait. la Chine, la Turquie, l'Inde et le Brésil. Tout à fait. Donc les richesses vénézuéliennes ont été bien sauvegardées. Donc on se moquerait de Donald Trump parce qu'il ne comprend pas où va le monde actuel. Comme je l'ai dit précédemment, c'est l'unilatéralisme féodal ancien ordre face au multilatéralisme. Le monde a changé. Et donc permettre aux États d'échanger, de faire le commerce entre elles par leur monnaie locale est un défi au dollar. C'est la fin du pétrodollar et c'est la fin de la domination du dollar sur la planète Terre. La planche à billets qui était utilisée par les États-Unis pour endetter toute la planète et qui leur permettait, comme le camarade le disait, le style de vie américain est retombé très bas. Donc le coût de la vie devient très cher aux États-Unis. Donc les jours à venir vont nous montrer la nudité du chef, l'incapacité de Donald Trump, parce qu'il a contre lui l'État profond aux États-Unis et toute la planète. On va voir comment le gendarme, prétendu gendarme, soit dit en passant, les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. La déculottée au Vietnam, en Afghanistan et en Somalie tout dernièrement. Mais c'est honteux et scandaleux. Il suffit que les peuples s'organisent et se mobilisent, comme tel est le cas au Venezuela. Le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Tout à fait. Quand bien même l'opération a été assurée par des traites à la cause vénézuélienne. Et les jours à venir vont montrer la nature et la vilainie de ces traites-là. Absolument. Donc, l'avenir est prometteur et tous les États de l'Amérique du Sud suivent l'exemple vénézuélien parce qu'à qui le tour? Le Mexique est menacé, le Brésil est menacé, Même le Cuba. Nicaragua, le Chili et tous ces États. Dans une sainte alliance, je pense que les États-Unis ne peuvent pas. D'accord. Camarade Kaboré, c'est vrai, il y a des conséquences qui touchent le monde entier. Il y a des conséquences également qui touchent l'Afrique. Comment vous voyez cela? Alors, les conséquences sont très graves pour nous. Et il faut que nous prenions cette affaire au sérieux. Comme disait effectivement le camarade Baïla, mais ceux qui, quand tu dorment, il faut qu'ils se réveillent. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler estimait qu'effectivement, il y avait une race aryenne qu'il fallait promouvoir. Exactement. Voilà. Mais il parlait même des Européens qu'il fallait éliminer, les Ziganes, les Bohémiens et aussi les Juifs. Il n'avait pas encore parlé des Noirs. Non, ça a été autre chose. Alors aujourd'hui, c'est pas pour faire une comparaison, mais pour vous dire aujourd'hui, le sort qui nous attend, si on y prend garde, risque d'être très douloureux. Alors, ça a été annoncé par ce qui s'est passé au Venezuela. Et aujourd'hui, lorsque le président américain dit qu'il a, en parfaite collaboration avec le Nigeria, décidé effectivement de venir au secours des chrétiens nigériens du Nord, victimes de Boko Haram, et il a même fait balancer effectivement quelques missiles là-bas. On nous apprend encore, on attend qu'on nous montre les cadavres des djihadistes qu'il a pu effectivement abattre. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait. Et donc, c'est le pétrole qu'il vise, parce qu'il a l'intention d'aller jusqu'au bout pour créer, il est en train de lorgner sur le pétrole biafrais du Nigeria. Il a l'intention de susciter et de réveiller, réveiller effectivement ce conflit avec les Biafra afin de mettre la main sur les réserves pétrolières du Nigeria. Avec à sa tête des Tinubu et son ministre des Affaires étrangères qu'il a dans sa poche. Et ça, c'est très dangereux. Ça donne un signal très dangereux pour nous. Chacun n'a qu'à regarder, se préparer et voir ce que l'avenir nous réserve. Je termine par ça en disant qu'effectivement, il avance beaucoup de raisons à chaque fois. Premièrement, pour aller attaquer un pays, il avance des raisons, mais la réalité demeure la même chose. C'est la même mise sur le pétrole, sur les ressources. Premièrement, avec le Cuba, ils ont dit que pour aller effectivement changer le régime, plus de démocratie, c'est sauver les Cubains. Or, c'était pour le pétrole.
c'était pour les richesses. Colombie, il a dit que c'est pour le trafic Oui, des drogues. de drogue. Et l'Iran, il dit que c'est pour aider ou pour La secourir démocratie, oui. la démocratie, secourir des manifestants qui sont inquiétés. Et rappelez-vous très bien qu'effectivement, par rapport au Nigeria, il avait dit, comme je l'avais dit, ben, que c'est pour secourir les chrétiens qui sont victimes de Boko Haram. En Libye, en 2011, 2009, 2010, 2011, on avait dit c'était pour la liberté d'expression des habitants de Benghazi. D'accord. Tout le monde connaît la suite. D'accord. Camarade Bayala, c'est vrai que pour beaucoup d'Africains, nous qui sommes dans cette dynamique du panafricanisme, on n'a pas compris l'inaction de certains alliés du Venezuela. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela, notamment la Fédération de Russie, la Chine, etc., des pays qui avaient des contrats avec le Venezuela qui n'ont pas réagi par rapport à cette situation? Oui, je pense que le Venezuela a des rapports très élaborés avec ses partenaires-là, et je pense que c'est depuis Chavez, et ces rapports se sont très consolidés en matière de coopération militaire, mais aussi sur les questions énergétiques et surtout aussi sur les questions politiques au niveau international pour avoir un point de vue diplomatique d'un Sud global victorieux. Mais c'est aussi que en matière d'acquisition, de partage d'expériences militaires, c'est une coopération qui allait d'elle-même. Et tout récemment, en novembre, je pense que c'est la vice-présidente à l'époque, Delcy Rodriguez, qui concluait par signature un accord de coopération pour légaliser l'ensemble des activités des échanges militaires qui se faisaient déjà en termes d'acquisition d'armes stratégiques qui permettaient au pouvoir même de Caracas d'être autonome. Je pense que s'il n'y avait pas eu, et ça je le dis comme ça, des trahisons dans l'intimité du camarade président Maduro, le matériel de riposte dont dispose le Venezuela, grâce à sa coopération militaire avec la Russie, lui permet d'être souverain en matière de protection et de défense aérienne et de tout type de nature d'ennemi qui venait à le menacer et à l'intimider. Et je pense que ce qui n'a pas déclenché le caractère systématique d'une réaction militaire russe, c'est l'absence d'un accord de défense mutuelle. La nuance est importante avec l'accord de coopération militaire, qui n'engage pas systématiquement l'autre, mais la coopération se limite en échange de technologies et ou à l'ouverture de son marché de technologie militaire où il te donne des avantages spécifiques au vu de votre amitié et de votre coopération gagnant-gagnant. Mais je pense que aussi et surtout, ça c'est un commentaire que je fais, à partir du moment où nous avons affaire à des gens qui ignorent l'existence d'un droit international, est-ce que la victime doit brandir le droit international? Ou les alliés de la victime doivent-ils brandir la loi, le droit international pour se soustraire à un devoir de conscience? C'est aussi une question à poser parce que si nous continuons de nous accommoder ce somnifère, alors on va venir attaquer presque tous les alliés du Sud global. Aujourd'hui, les habitants du Sud global questionnent l'efficacité et l'agencement articulé, bien articulé, d'une défense collective. Et je pense que pour ceux qui rêvent que Macron viendra attaquer le Burkina, le Niger ou le Mali à la trompe, c'est l'heure parce que Paris a tenté une opération d'exfiltration à la même nature au Burkina Faso pour soustraire ses espions, mais on a dû lui rappeler que l'époque coloniale du yankisme français est passée et qu'une déculottée civile, pas militaire, c'est les civils qui allaient se charger de sauver la France, de protéger le Burkina Faso et de faire échec à cette tentative. C'est dire que certainement, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais le Burkina Faso, le Mali et le Niger, je ne pense pas qu'ils sont dans une simple coopération militaire. Je crois en l'existence d'un projet de défense mutuelle. Et c'est aussi et surtout, le président l'a dit, les faibles disparaîtront. C'est une doctrine de guerre, mais c'est aussi dire qu'on ne s'assoit pas sur l'aide. On veut créer nous-mêmes une réponse. La fabrication de moyens comme Nanga et tout le reste montre que nous voulons devenir des puissances
au-dessus des États-Unis et certainement au-dessus de nos partenaires. Absolument. Voilà. En 2 minutes, rapidement, grand frère. Bien sûr, c'est une situation assez difficile que vit, en tout cas, le peuple vénézuélien. Quel type de message on peut donc apporter à ce peuple-là? Il faut encourager la solidarité et la mobilisation du peuple vénézuélien. Depuis cette mascarade d'enlèvement, cette opération de western réalisée au Venezuela, le peuple est resté soudé. Tout à fait. Derrière la vice-présidente. Oui. Il y a les dits et les non-dits. Les États des BRICS sont obligés devant l'Éternel de défendre leurs intérêts. Tout à fait. Donc les accords passés avec le Venezuela. Tout à fait. Que vont-ils faire? Vont-ils assister au braquage de ces contrats et le non-respect de ces contrats? Là est toute la question et je pense que les jours à venir, déjà ce qui se passe avec l'arraisonnement du tank russe, Vladimir Poutine a dépêché dans les eaux un navire, un sous-marin nucléaire. D'où les autorités, le voleur qui croyait pris, le voleur est pris. Donc les États-Unis ont une quadrature du cercle à régler. Et Trump particulièrement est vraiment dans de mauvais draps. Absolument. En tout cas, nous allons continuer à suivre cette actualité du Venezuela avec beaucoup plus donc de vigilance, car ça interpelle en tout cas tous les peuples africains qui aspirent à la liberté et à la souveraineté. Rapidement. Oui, c'est saluer vraiment le camarade président Maduro, Oui. président du Venezuela, Tout à fait. kidnappé, et qui, en sa qualité de président, doit répondre devant les institutions internationales, lui rassurer de la solidarité du monde entier et surtout saluer son état d'esprit qui sourit au garde de la DEA. C'est un signal fort. Absolument. Nous lui demandons de garder ce mental et bientôt il retournera au palais de Flores. Portez-vous bien sur la chaîne C360. On se retrouve la semaine prochaine.